Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré au marquage CE. Je suis Nicolas Deloum de Nexio et je m'occupe de cette activité de marquage CE sur la région Occitanie. Alors, ce qu'on va voir en fait, déjà je vais vous faire une présentation de Nexio pour que vous compreniez un peu nos activités et puis après on rentrera dans le cœur du sujet qui est le marquage CE. Alors on verra ce que c'est le marquage CE et ce que ce n'est pas aussi. On verra l'origine, le périmètre qui est concerné, on verra aussi la surveillance du marché, les risques, les responsabilités, qu'est-ce qu'un organisme notifié ou qu'est-ce que c'est l'autocertification. On verra comment ça se passe aussi à l'export et puis on verra après l'aspect documentaire, donc les directives, les normes, où est-ce qu'on les trouve et qu'est-ce qu'on en fait. On arrive à la première planche sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le marquage CE. Donc déjà, le marquage CE, c'est quoi? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un indicateur de conformité d'un produit à la législation de l'Union européenne, donc à des lois de l'Union européenne. Le but, en fait, c'est de permettre la libre circulation d'un produit sur le marché de l'Union européenne. Donc ça peut être un produit qui vient de l'Europe, qui a été fabriqué en Europe, mais ça peut être aussi un produit qui a été fabriqué à l'extérieur de l'Union européenne et qui est importé dans l'Union européenne. C'est obligatoire, et ça c'est important, pour tous les produits qui rentrent dans le cadre d'une ou de plusieurs directives. Donc les directives, on y reviendra après, directive basse tension, directive CEM, directive RED. Voilà. Et c'est obligatoire donc, pour être commercialisé dans l'espace économique européen. C'est symbolisé par un logo que vous connaissez tous et qu'on voit tous sur les produits électroniques qu'on utilise tous les jours. Ce que ce n'est pas, le marquage CE, ce n'est pas une garantie d'origine européenne du produit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un produit a le logo CE qu'il a été fabriqué dans l'Union européenne. Il peut avoir été fabriqué en Chine, par exemple, en Asie, et rentrer sur l'Union européenne, sur le marché de l'Union européenne avec un logo CE parce qu'il satisfait aux exigences des lois de l'Europe. Ce n'est pas non plus une libre utilisation du produit. Alors il faut distinguer libre circulation et libre utilisation. Pourquoi pas libre utilisation? Parce que si je prends l'exemple de produits radio par exemple qui fonctionnent sur certaines bandes de fréquences, eh bien, il peut y avoir certaines zones géographiques de l'Europe qui n'acceptent pas l'utilisation de ces fréquences. Donc voilà, il faut bien différencier la partie circulation de la partie utilisation. Et puis le dernier point, malheureusement, ce n'est pas non plus un gage de qualité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un produit bénéficie du marquage CE que c'est un produit qui marche correctement, qui marche bien. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le marquage CE, c'est un aspect sécuritaire. Donc on va s'assurer de la sécurité des biens et des personnes lorsque ce produit va être sur le marché de l'Union européenne. Il y a d'autres certificats qui assurent la qualité du produit, mais le marquage CE ne référence pas une certaine qualité du produit. Donc comme je vous le disais, le but c'est de mettre sur le marché européen des équipements qui sont sûrs pour les personnes et pour l'environnement. Voilà, donc il y a bien cette notion de sécurité. On s'assure qu'il n'y a pas de danger avec ce produit. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce que ça signifie CE? On pourrait se dire c'est conformité européenne, c'est communauté européenne. En fait non, il n'y a pas de signification à ce sigle, c'est simplement de lettres. Ça a été adopté par la Commission européenne en 1985 et ça s'applique aux 28 États de l'Union européenne et à 3 États membres de l'AELE. Donc l'AELE c'est l'Association européenne de libre-échange et ça s'applique aussi à la Turquie. Alors qui est concerné par le marquage CE? C'est à la fois le fabricant qui doit s'assurer qu'il il conçoit un produit qui est suffisamment sûr. C'est l'importateur qui fait venir un produit de l'extérieur de l'Union européenne et qui le met sur le marché. Et c'est aussi le mandataire qui lui a un contrat du coup avec le fabricant pour vendre le produit dans l'Union européenne. Donc ces trois acteurs doivent s'assurer que le produit répond aux exigences des directives. C'est la personne qui va de façon générale commercialiser, distribuer le produit, et ça peut être aussi l'utilisateur qui lui doit s'assurer que son produit est suffisamment sûr pour pouvoir être utilisé sans problème. Le logo, donc on le connaît tous, il doit être apposé sur le produit, donc en général il est toujours sur le produit, il peut être aussi sur l'emballage et sur la documentation. Le logo, ce qui est important, c'est qu'il doit être visible, lisible et indélébile. Donc avec une taille minimale qui fait 5 mm, donc c'est pour ça que souvent sur les boîtiers en plastique on a une sorte de surépaisseur là, sur le boîtier pour le logo qui permet de s'assurer que
que le logo est lisible, indélébile et avec une taille suffisante. La forme du logo est définie par un modèle qui est codifié, comme on le voit sur la planche. Et le logo peut être suivi d'un numéro d'identification. Donc ça, c'est le numéro de l'organisme notifié. Donc on reviendra après voilà, sur ce qu'est un organisme notifié. La surveillance du marché, donc elle se fait dès l'entrée sur le territoire européen, donc avec les douanes, qui peuvent contrôler la conformité du produit, ou du moins les papiers de conformité. Et puis elle va se faire dans chaque pays, et pour la France en fait on a deux organismes, la DGCCRF et puis l'ARCEP, qui vont contrôler l'aspect documentaire et réglementaire du produit et l'aspect sécuritaire aussi. Dans quel cas il peut y avoir des contrôles? Alors il peut y avoir des contrôles bien sûr quand il y a des accidents avec le produit, donc forcément ça remet en cause la sécurité du produit, donc il va y avoir des contrôles sur ce qui a été fait. Et puis aussi, peut-être malheureusement, suite à de la délation, donc vous pouvez avoir des concurrents qui, pour vous embêter un peu, vont dire aux autorités, moi je pense que mon concurrent il n'a pas fait ce qu'il fallait au niveau marquage CE, donc ça serait bien d'aller contrôler. Pour la petite histoire, j'ai déjà eu des clients qui m'ont demandé comment il fallait faire pour dénoncer les petits concurrents, les petits copains. Voilà, donc le contrôle, ça va être le contrôle des documents, mais ça peut être aussi un contrôle par échantillonnage. Donc on va prélever un produit et puis on va le tester. On peut faire des tests dans des laboratoires certifiés pour voir un peu la conformité du produit. Risque en cas de non-conformité, en cas de marquage abusif, donc les amendes peuvent être assez importantes puisque ça peut aller jusqu'à 40 000 €, avec bien sûr un retrait du produit du marché. Il peut y avoir des peines de prison qui peuvent aller de 3 mois jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. L'absence de marquage, donc uniquement on oublie de mettre le logo, ce qui n'est pas le plus compliqué en soi, c'est sanctionné par une amende de 5e classe qui s'élève à 1 500 €. Voilà, donc le coût commercial bien sûr peut être assez problématique voilà, si jamais on n'a pas fait ce qu'il fallait sur l'aspect marquage CE. La responsabilité, donc je ne vais pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé. Ce qui est important, c'est d'assurer aussi une certaine veille vis-à-vis des différentes exigences. À la fois une veille vis-à-vis de la réglementation, donc vis-à-vis des normes, mais aussi vis-à-vis des modifications qui peuvent être engendrées sur le produit, dans le cycle de vie du produit. Donc on le voit ici, on fait une première vérification du produit, donc on s'assure qu'il respecte les exigences des directives. On fait ce qu'on appelle une mise sur le marché. Puis derrière, forcément, on fait des évolutions du produit. Ce qu'il va falloir faire, c'est s'assurer que ces évolutions du produit ne vont pas impacter la conformité du produit vis-à-vis des exigences. Donc ça peut être uniquement des analyses, ça peut être aussi refaire quelques essais pour s'assurer de la conformité du produit avant une nouvelle mise sur le marché. Et puis il y a un deuxième cas où il faut faire attention aussi, c'est sur l'évolution normative. Donc les normes évoluent régulièrement, alors plus ou moins rapidement, mais les normes évoluent avec les différentes technologies aussi qui apparaissent. Et donc pour toute nouvelle mise sur le marché, il va falloir s'assurer que ces évolutions de normes ne vont pas impacter la conformité du produit. Donc voilà, donc il faut assurer une veille à la fois sur l'évolution du produit et son impact sur sa conformité et aussi l'évolution des normes. Alors, organisme notifié ou autocertification. Donc l'organisme notifié, en fait, c'est un organisme de contrôle qui est indépendant, qui est désigné par un État membre pour évaluer la conformité à la directive. Donc la liste des organismes notifiés est publiée au journal officiel de l'Union européenne. En fait, c'est un organisme qui a le pouvoir en fait, de contrôler ce qui a été fait sur le produit et de dire si le produit est conforme ou pas aux exigences. C'est un peu le juge de paix sur la partie marquage CE. Voilà, donc il y a des produits qui doivent obligatoirement faire appel à un organisme notifié, notamment les produits, tout ce qui est matériel médical. Donc on comprend bien, il y a un aspect de sécurité sur le patient. Et donc les appareils qui peuvent avoir un impact sur la santé du patient doivent être vérifiés par un organisme notifié. Et voilà, et dans 95% des cas, on peut ne pas faire appel à un organisme notifié et faire ce qu'on appelle de l'autocertification. Donc ça, c'est du contrôle en interne. Et en fait, là, vous êtes libre en fait,
de faire les essais ou les analyses qui vous semblent bons pour vérifier que votre produit est conforme aux exigences. Alors, il faut faire attention parce que l'autocertification, ça ne permet pas de rien faire, hein. Il y a quand même des choses à respecter. Il y a un aspect obligatoire, hein, donc il faut faire des choses, mais vous êtes libre d'utiliser les moyens qui vous semblent bons pour pouvoir faire cette vérification. Alors, à l'étranger, comment ça se passe? Donc, il y a des pays qui acceptent le marquage CE, typiquement la Suisse, la Turquie, certains pays d'Afrique, donc qui acceptent le marquage CE en tant que tel. Il y a des pays qui n'ont pas de règlement aussi vis-à-vis d'un marquage quelconque. Et puis bien sûr il y a des produits qui ont leur propre marquage, donc il y a le marquage par exemple FCC aux États-Unis, le marquage NOM au Mexique ou le marquage CCC en Chine. Et donc chaque pays a sa particularité. Par exemple en Chine, pour pouvoir importer un produit en Chine, eh bien, il faut passer par des essais dans un laboratoire reconnu par les autorités chinoises, et donc forcément c'est des laboratoires chinois. Donc il y a un certain protectionnisme, voilà. Ce n'est pas le cas pour le marquage CE. Donc chaque pays ou zone géographique a sa particularité. Donc il y a des accords aussi qui sont passés entre les différents pays, donc on appelle des accords MRA. Donc il y a des passerelles qui sont faites entre les différents pays, donc il y a des passerelles notamment qui existent entre le marquage CE de l'Union européenne et le FCC aux États-Unis. Et donc il y a des laboratoires ou des organismes dont c'est la spécialité et qui peuvent vous aider sur cette passerelle entre l'Union européenne et les États-Unis par exemple. Alors on arrive aux directives, donc c'est le premier document, on va dire le document de plus haut niveau pour cette partie de marquage CE. Donc on parle de directive nouvelle approche. Pourquoi nouvelle approche? Parce que dans l'ancienne approche en fait les directives avaient beaucoup plus de prescriptions techniques, donc c'était un peu moins souple. Là on est passé sur la nouvelle approche en fait qui permet notamment de l'autocertification. Voilà, donc les directives sont adaptées à des produits, à différents types de produits. Donc là vous avez une liste qui n'est pas exhaustive, hein, des différentes directives qu'on peut retrouver. Quand on fabrique un produit électronique, les directives qu'on retrouve le plus, ça va être la directive CEM pour tout l'aspect interférence, on y reviendra après. La directive basse tension pour tout l'aspect sécuritaire du produit, sécurité générale on va dire. Et puis pour les produits radio, la directive RED qui va traiter spécifiquement le cas de l'aspect radiofréquence. Alors comment on choisit une directive? La première chose à faire c'est de se référer au champ d'application des directives. Le champ d'application en général c'est l'article 1. Alors, les directives c'est des documents qui ne sont pas faciles à lire, hein. Il y a beaucoup de textes, mais il y a des articles qui sont importants. Le premier article est important puisqu'il va définir quels sont les équipements, quels sont les produits qui sont soumis à cette directive. Donc pour choisir la directive, vous lisez le premier article et vous savez si votre produit rentre dans le cadre de cette directive. Il faut faire attention parce que des produits bien sûr peuvent être couverts par plusieurs directives. Exemple, une machine à commande électrique, elle va faire appel à la fois à la directive machine pour la partie sécuritaire sur les dangers mécaniques et aussi la directive CEM, compatibilité électromagnétique, pour tout l'aspect interférence. Voilà, donc les directives doivent être prises en compte dès la conception du produit. Et ce qui est important en fait, c'est que la directive, ça rassemble en fait les exigences essentielles, donc ça rassemble le côté obligatoire du marquage CE. C'est dans ce document-là qu'on a l'aspect réglementaire, l'aspect obligatoire, et uniquement ce document-là. Donc voilà, c'est pour ça que c'est le document de plus haut niveau, mais le document important pour le marquage CE. Les directives sont des documents qui sont gratuits, qui sont libres d'accès, donc on peut télécharger sur plusieurs sites internet. Je vous en ai mis 2 ici. On peut les télécharger dans la langue du pays. Voilà, ça c'est le premier document, donc cette directive. Ensuite, il y a le deuxième strate de documents. En fait, à chaque directive est associée une liste de normes harmonisées, ou de normes produits, de normes génériques. Ces normes-là en fait permettent de traduire les exigences essentielles des directives, donc l'aspect obligatoire, en prescription technique et donc en méthode de vérification de ces exigences. Donc la liste des normes harmonisées associées à chaque directive est publiée au journal officiel de l'Union européenne, et en fait dans chaque liste il peut y avoir jusqu'à une centaine de normes qui peuvent être choisies pour
vérifier le produit et vérifier la conformité du produit aux exigences essentielles. Donc après, le travail, ça va être de choisir en fait, ces normes en fonction du type de produit que vous voulez mettre sur le marché et de son utilisation, donc son environnement d'utilisation. Ce qui est important de bien retenir, c'est que ce sont des normes, donc ce sont des prescriptions. Ce n'est pas une obligation de suivre ces normes, c'est une application qui est volontaire, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le moyen le plus reconnu et le plus sûr pour s'assurer que le produit est conforme aux exigences qui sont définies dans les directives. Donc ce n'est pas une obligation, on peut faire autre chose, on peut faire des analyses, on peut faire des essais qui ne sont pas décrits dans des normes, mais par contre, utiliser ces normes et prouver qu'on a utilisé ces normes, c'est le moyen le plus reconnu et le plus sûr pour s'assurer de la conformité du produit. Et puis ensuite, le dernier niveau de document pour tout l'aspect spécification, c'est la partie normes d'essai. Donc là, c'est plutôt des documents qui sont destinés au laboratoire et qui vont définir quels sont les moyens matériels à utiliser, quelles sont les configurations des matériels, quelles sont les installations des équipements à faire lorsqu'on veut faire des essais pour vérifier la conformité des produits. Donc là, c'est plutôt des documents qui sont destinés à ceux qui vont faire les essais et les vérifications. Alors l'aspect normatif, contrairement aux directives, c'est que les normes, ce sont des documents qui sont payants. Donc la liste des normes est gratuite, par contre, récupérer, avoir les normes, là c'est payant. Donc vous pouvez les acheter sur différents sites. Après, une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que les agences AFNOR proposent la consultation des normes gratuitement. Donc on peut aller dans les agences, consulter les normes avant de toutes les acheter parce que rien qu'avec le titre, des fois on ne sait pas si le produit peut être soumis ou on peut se servir de cette norme-là pour vérifier votre produit. Donc on a la possibilité d'aller dans les agences et de lire les premières pages de la norme pour voir si cette norme-là est bien adaptée au produit que vous voulez mettre sur le marché. Ensuite, dans l'aspect documentaire, donc une fois qu'on a choisi tout l'aspect spécification, on va dire, et bien après il y a l'aspect justification, où là on doit faire une documentation technique, donc une sorte de dossier qui va rassembler plusieurs éléments. Déjà faire une description générale des équipements, tous les éléments de conception donc, qui vont permettre de justifier la conception qui a été faite, la preuve bien sûr de la conformité du produit aux normes harmonisées, si on a choisi une norme harmonisée, ou alors les analyses qui auront été faites pour s'assurer que le produit est conforme. Et puis, si on a choisi un organisme notifié, l'avis qualifié de l'organisme notifié qui dit voilà, le produit est conforme aux exigences des directives. C'est un document, donc c'est plutôt un dossier, on va dire, qui doit couvrir à la fois la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit. Et puis le dernier document, donc celui-là il est plus simple, c'est la déclaration UE de conformité, donc c'est le document final, qui généralement est rédigé dans la langue de pays de destination du produit. Donc c'est généralement une feuille A4 et qui doit donner l'identification de l'appareil sur lequel elle porte, donc ça a une référence, donc un part number, ça peut être aussi, on peut mettre une photo par exemple pour identifier le produit, le nom et l'adresse du fabricant ou du mandataire, les références aux directives qui ont été suivies et aux normes harmonisées si on a choisi les normes harmonisées pour vérifier le produit. La date de la déclaration et puis la dernière partie qui est importante, c'est l'identité et la signature de la personne qui engage sa responsabilité. Alors c'est la personne qui engage sa responsabilité au niveau pénal, donc c'est lui qui peut aller en prison si jamais il y a des problèmes. Donc en général, il faut toujours signer celui qui est le plus gradé dans l'entreprise. Voilà, l'aspect documentaire, donc documentation technique, déclaration de conformité, ça reste en possession du fabricant, du mandataire, de l'importateur. Ce sont des documents qui sont exigibles par les autorités de contrôle en cas de litige, donc les douanes ou la DGCCRF ou l'ARCEP. Donc ce n'est pas des documents qu'on doit fournir aux clients, mais c'est uniquement les autorités qui peuvent demander ces documents. Et c'est des documents qu'on doit garder pendant 10 ans à partir de la date de mise sur le marché du produit. Donc après 10 ans, on estime que le produit a suffisamment été mis sur le marché pour être sûr qu'il est suffisamment sûr. Donc voilà, mais en dessous de 10 ans, il faut garder ces documents et pouvoir les montrer aux autorités sur demande. Un autre document qui est important, c'est la notice d'utilisation et d'installation.
Alors pourquoi c'est important? Parce que c'est un document où on va rassembler toutes les recommandations, toutes les limitations, toutes les exigences qui vont être liées au produit, à son installation et à son utilisation. Donc c'est très important pour se couvrir en quelque sorte en cas de problème. Donc un exemple sur l'aspect CEM. Généralement, j'ai beaucoup de clients qui me disent « moi je suis responsable du produit, mais je ne suis pas responsable des câbles qui vont être connectés au produit ». Dans ces cas-là, ça peut avoir un impact sur le nombre d'essais qu'il y a à faire en CEM, parce que généralement les normes CEM disent si votre câble est supérieur à 3 mètres, on fait des essais, donc on va faire rentrer des agressions par le câble. Si le câble est inférieur à 3 mètres, on ne fait pas d'essais. Ça peut avoir un impact assez important. Donc dans ces cas-là, ce que je dis à mes clients, c'est si vous ne voulez pas faire d'essai sur le câble, ça se comprend. Par contre, dans ces cas-là, vous mettez dans votre notice d'utilisation que vous ne garantissez pas le fonctionnement du produit si des câbles supérieurs à 3 mètres sont installés. Voilà, ça permet de se couvrir et de faire du coup un peu moins d'essais sur le produit. Voilà, un exemple du coup de directive. Donc la directive CEM, donc compatibilité électromagnétique, qui est la 2014-30 UE, qui était avant la 2408 UE et avant la 89-336 CE. Donc en fait, la directive CEM, donc elle a deux exigences essentielles. La première qui concerne l'émission, donc on va s'assurer que le produit ne génère pas de perturbations électromagnétiques, donc c'est l'aspect émission. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect immunité, donc c'est l'inverse, où là on va s'assurer que le produit est capable de fonctionner dans son environnement électromagnétique qui par nature est perturbé. Donc il y a vraiment les deux aspects, c'est des aspects qu'on retrouve quand on fait des essais en CEM. L'aspect émission, on mesure les perturbations, l'aspect immunité, on agresse et on regarde comment se comporte le produit. Et voilà. Et là, vous avez en fait les deux exigences essentielles de la directive CEM. Donc là, c'est l'aspect obligatoire, c'est l'aspect réglementaire. Donc votre produit, il ne doit pas émettre, il ne doit pas être susceptible. Et il n'y a pas plus d'informations que ça dans la directive. C'est pour ça que derrière, si vous voulez traduire ça en exigences techniques précises, eh bien, il faut s'appuyer sur des normes pour pouvoir faire des essais qui vont permettre de répondre à ces exigences. Voilà, dans le champ d'application des directives, donc de la directive CEM, donc de l'article 1, les équipements qui sont couverts, il y a les équipements électriques et électroniques, donc c'est très très vaste. Et puis il y a des équipements qui sont exclus, donc notamment les équipements radio. Pourquoi? Parce que dans la directive radio, on prend en compte l'aspect CEM et aussi l'aspect basse tension sécuritaire aussi. Il y a des équipements aéronautiques qui sont en dehors de cette directive, il y a tout un tas d'équipements qui sont exclus, mais voilà, il faut voir qu'il y a la majorité des équipements électroniques sont soumis à cette directive CE. En dessous des directives, donc on a une liste de normes harmonisées pour la CEM. Donc là, je vous ai mis celle qu'on utilise le plus, donc la 55032 pour tout ce qui est appareil de traitement de l'information. Donc là aussi, c'est assez vaste. Un décodeur télé, c'est un appareil de traitement de l'information. Une télé aussi, il y en a beaucoup. 61326, c'est pour tout ce qui est appareil de mesure de commande et de laboratoire. Et puis une norme aussi qui est beaucoup utilisée, la 55014 pour tous les appareils électrodomestiques. Donc là, votre machine à laver, votre lave-vaisselle a dû passer des tests CEM selon la 55014. Et puis dans le cas où on n'a pas de norme qui correspond exactement au produit qu'on veut mettre sur le marché, on a ce qu'on appelle les normes génériques, où là on va plutôt se baser en fait sur l'environnement d'utilisation du produit. Donc on a deux types d'environnement, environnement résidentiel ou l'environnement industriel. Et donc il y a des écarts au niveau de ces normes en fonction de le domaine d'utilisation. Et puis après, les derniers documents, des exemples de documents, de normes en fait d'essais. Donc là, c'est plutôt destiné à des laboratoires. C'est dans ces documents-là que vont être retranscrits le matériel à utiliser, les méthodes, les procédures. C'est vraiment pour des documents qui sont donnés pour l'utilisation, pour la réalisation des essais. Donc pour la partie émission, on mesure, et pour la partie immunité, on agresse. Voilà, j'en ai fini de cette présentation. J'espère que ça vous aura un peu éclairé sur le marquage CE. Voilà, ce qu'il faut voir, c'est que l'aspect documentaire peut paraître un peu compliqué, donc c'est pour ça qu'on est là pour vous aider dans le choix des directives, dans le choix des normes, et pour vous accompagner aussi pour la vérification de votre produit, que ce soit par des essais, que ce soit par des analyses, de façon à s'assurer que votre produit est conforme à l'aspect obligatoire, c'est-à-dire aux exigences essentielles qui sont données dans les directives.
Voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour toute demande, renseignement ou besoin. Voilà, je vous remercie, à bientôt.